J'ai failli faire une rupture des tendons, ce qui est assez rare et au final, je me suis arrêté pendant plus de 2 mois. Moi, j'ai quasiment aucun de mes potes qui s'est pas blessé, pardon, en l'espace de 2 ans. Le pire ennemi de la progression, c'est la blessure, quoi. Le but, c'est vraiment Oui. de donner l'outil, ultime qui soit simple à utiliser, qui permette à tous les grimpeurs de s'entraîner, sans se blesser et j'ai un peu cette vision toujours utopique de me dire que j'ai envie de changer la vie des grimpeurs, quoi. Ce podcast est rendu possible grâce à la marque Walkimpad qui m'accompagne au quotidien. J'utilise leur tapis de marche quand je travaille sur ce genre de vidéo. Le montage, ça prend du temps. Et plutôt que de rester assis sur ma chaise, j'aime bien le faire en mouvement. Aujourd'hui, j'ai pu faire un petit kilomètre de marche très facilement en marchant simplement une petite demi-heure. Tu as un code promo de 135 € sur tous leurs produits avec le code Jocelyn Zone d'équilibre. Je te laisse le lien en description, ça te permettra de tout simplement casser ta sédentarité sans forcément te ruiner. Bien sûr, ça ne remplace pas la vraie marche active en extérieur, mais c'est un bon complément. Aujourd'hui, je suis avec Julien Salvadori, qui est le fondateur de We Are Climbers. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ton parcours, Julien, c'est que tu es parti d'un constat qui était assez similaire au mien quand j'ai commencé justement la chaîne YouTube. C'était le fait que beaucoup de grimpeurs passent par ce cycle-là de vouloir progresser, forcer, enchaîner les blessures, revenir et se dire bon, qu'est-ce que je fais de mal dans tout ça et qu'est-ce que je peux bien faire pour sortir de tout ça. Mmh. Personnellement, je suis parti du côté, je vais me former pour, devenir coach et savoir un peu les côtés physiologiques, tout ça. Toi, tu es parti d'un autre constat, qu'on trouve beaucoup dans le côté course à pied maintenant, c'est devenu un peu la base, avoir, des métriques, avoir une application qui permet de mesurer tout ça et du coup, tu as créé We Are Climbers et on va parler un peu de tout ça. Ça marche, bah, écoute, moi, je suis trop content d'être là. En tout cas, Jocelyn, parce que c'est vrai que c'est un peu l'aboutissement de plus d'1 an de travail maintenant sur We Are Climbers, donc c'est très, très cool de faire ce podcast et de venir parler un peu de cette histoire et en fait, tu l'as extrêmement bien résumé, hein. C'est que en fait, c'est à peu près en 2024, donc il y a un peu moins de 2 ans maintenant, à l'été 2024, en fait, moi, je recommençais, ça faisait 1 an que je grimpais, heu, assez régulièrement. Pour ceux qui connaissent un peu, les cotations d'Arcos, au bout d'1 an, j'étais, rapidement dans le rouge, noir, et je commençais de plus en plus à forcer. J'avais eu une première phase un peu de stagnation entre le bleu et le rouge à ce moment-là et puis après j'avais réussi à dépasser ça avec des amis, surtout en parlant beaucoup de technique, tout ça et puis, en fait après, je grimpais de plus en plus régulièrement, donc forcément, je grimpais pas tout le temps avec des gens, donc je grimpais souvent seul et donc avec personne qui pouvait me recommander quoi que ce soit et en fait, je me voyais pas progresser et du coup, pour continuer de progresser, je continuais à me mettre toujours plus dans des difficultés élevées. Globalement, j'étais sur un niveau où je flashais du, noir, niveau du, pardon, du rouge carrément, je parlais dans le noir. Du rouge niveau 3 on va dire, chez Arcos et en fait pour, travailler, je travaillais dans du noir 1, 2, 3 et le résultat c'est qu'en fait au bout d'à peu près, 2 mois à ce rythme-là, je commençais en fait petit à petit à sentir, des douleurs un peu dans l'avant-bras jusqu'à cette double réglette, en match qui n'a pas tenu et qui a fait claquer, quasiment claquer, hein, enfin moi en tout cas j'ai senti un énorme claquement dans les 2 avant-bras en même temps. Donc vraiment des douleurs ultra intenses du coup je suis passé, par l'étape kiné tout ça, j'en ai pas mal discuté avec des personnes autour de moi qui avaient déjà subi ça et puis, c'est exactement ça qui s'est passé, j'ai failli faire une rupture des tendons, ce qui est assez rare et au final, je me suis arrêté pendant plus de 2 mois. OK. Là forcément, derrière, pour reprendre, c'est la galère, hein, reprendre après une blessure, déjà il faut se repréparer psychologiquement, il faut, parce que, quand tu reviens, tu es pas du tout au même niveau, alors la Ouais. technique elle disparaît pas, mais par contre la force, les muscles ils ont disparu quoi, ils sont plus là. Donc il faut se préparer à redescendre en niveau, puis, remonter pour revenir à ton niveau de base quoi. Donc ça a pris bien facile 3 mois avant de revenir à mon niveau, avant blessure. Et là, on parle d'une tendinopathie, hein, on parle pas effectivement de blessures plus sévères. Donc en fait, on voit à quel point, ça impacte et puis, là, moi, je me suis dit: OK, je veux plus, revivre ça» vu que je connaissais tout ce qui était, par mon frère notamment ou par la communauté rando, tout ce qui était, montres connectées,
Ouais, application type Strava pour venir traquer un peu tout ça. Je me suis dit: «Bah, OK, bah, je vais aller voir ce qu'ils font un peu, ça peut être intéressant» et puis là, bah, en fait, je j'ai cherché, 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 puis, bah, je me suis aperçu qu'à part Garmin, ou alors Apple, mais pas forcément très bien et Garmin sur des modèles assez élevés, il y avait en fait l'escalade apparaissait, assez tard, au niveau des modèles de montres, et du coup, ça faisait des montres excessivement chères, et qui étaient grosses, qui étaient encombrantes, tout ça et je me suis dit: «Bah, OK, en fait, en termes ouais, d'outils connectés, de hardware, il y a rien qui existe vraiment» et puis, bah, j'ai téléchargé aussi, bah, un peu toutes les apps du marché, qu'on peut connaître, que ce soit Kryptonite, 8na, The Crag et ainsi de suite pour voir un peu comment est-ce qu'ils géraient tu ça. fait tu Mais, fait le bah, en tour, hein? fait, ouais, j'ai fait le tour, ouais, bah, j'ai oui, oui, ouais. Après, il y en a pas mal aussi qui sont disponibles aux États-Unis et qui sont pas beaucoup utilisés en France, donc du coup, j'ai regardé, Ouais. j'ai tout regardé. Puis, bah, finalement, bah, le constat, il était là, hein, il y a rien. En fait, il y avait rien qui existe réellement, pour traquer les performances. Tu vois, j'ai un ami, qui grimpait pas mal avec son Apple Watch. Bon Ouais. déjà, en 6 mois, il a pété 2 fois et il a pété son Apple Watch 2 fois, donc il a dû la réparer. Puis après, il a mis une coque de protection qui s'est pétée par-dessus, Mmh. donc pour montrer que c'était pas foufou Ouais. et puis derrière, bah, il était avec une application, je sais plus laquelle c'est, qui lui donnait des indicateurs, hein, cool, hein, sympa, mais pas pour du suivi de progression, quoi. On avait, la distance parcourue en mètres, le nombre d'essais et la fréquence cardiaque max et moyenne, quoi. Donc c'est bien, mais c'est pas comme ça qu'on fait un suivi d'entraînement, quoi. Donc Ouais, voilà un peu, c'est toute la genèse. ouais, bah, c'est il y a de la matière, hein, effectivement, parce que c'est vrai qu'en escalade, déjà, c'est un sport hyper complet. Il y a, si on va repartir un peu point par point, déjà, sur le côté tendinopathie, tendinite, enfin, je pense que ça, c'est vraiment, le truc qu'on retrouve chez énormément de grimpeurs. Toi, ça a été, du coup, les avant-bras, c'est coudes, vraiment au niveau des coudes, du coup, que tu as eu, c'est quoi, tennis elbow, golf elbow ou c'était encore autre chose? Non, je crois que c'était plutôt au niveau des tendons fléchisseurs. Je me souviens plus exactement Du terme? des termes exacts, Ouais, mais c'était plutôt, situé à la fois sur le dessus et en dessous, en fait, alors celle d'en dessous était moins sévère, mais c'était celle sur le dessus, qui parcourt là et qui retourne vraiment jusque dans l'avant-bras, quoi, enfin jusque dans la ouais, main et c'était des 2 côtés, c'était exactement la même, en fait, hein, les donc c'était des efforts répétés, strictement, comment dire? Enfin, qui se ressemblaient beaucoup à chaque fois, des oui, réglettes, et ainsi de suite, quoi et au bout d'un moment, bah, voilà, ça a ouais. lâché. Tu faisais quelque chose en dehors de l'escalade du type, enfin, quand tu as commencé à sentir les premières, ces premières gênes justement au niveau des coudes et du coup, tes avant-bras, c'est au début, tu as eu des petites alertes, j'imagine? Ou c'est venu d'un coup? Ou tu disais Hem, juste, «Vas-y, c'est dans ma tête, c'est je vois partout que pour progresser, il faut se faire un peu du mal, donc je vais me faire un peu du mal». Enfin, c'est quoi un peu l'ensemble de tout ça qui a ouais, bah, il y a un peu de tout ce que tu dis au final, hein, il y a un peu de tout ça. Il y avait quelques petits signaux de douleur. Alors parce que moi, c'était la première fois que je faisais vraiment, enfin, à part en étant gamin, mais que je faisais vraiment du sport comme ça, à du rythme de 3-4 fois par semaine, avec une telle intensité. Donc, tu vois, mon corps, par rapport à un effort intense et régulier, en tant qu'adulte, en tout cas, je le oui, ressentais pas, autant que ça. Enfin, je le connaissais pas autant que ça, mon corps à l'effort et du coup, au départ, je me dis: «Bon, ça va être des petites courbatures, des choses comme ça». Puis quand je voyais que ça partait pas au bout de 3-4-5 jours et que ça m'handicapait un peu dans la journée, je me disais: «Bon, il y a peut-être un autre truc un peu en sous-marin». Je me disais: «Bon, ça va finir par passer, tu sens enfin, ouais, c'est une petite douleur, mais c'est normal, quoi». Comme quand on a mal aux pieds, quand on met les chaussons, c'est des douleurs normales. Ça veut dire que ça veut dire que ton corps, il est en train de progresser, il est en train de s'adapter et ouais, rien d'alarmant et au final, bah, voilà, hein, c'est un peu aussi cette culture-là, de cette culture de si tu souffres pas, bah, tu es pas en train de progresser, enfin mmh, tous ces mythes autour de la progression et de la souffrance, qu'on voit ouais, souvent dans le sport, hein, pas du tout qu'en escalade, hein. ouais, Maintenant je parle pas de haut niveau parce qu'encore une fois le haut niveau c'est vraiment une catégorie à part, mais chez le commun des mortels, quand on te parle de progression souvent, bah, on te dit: «Bah, tu dois avoir mal pour progresser» parce que c'est que ton corps s'habitue et ainsi de suite. Mais, ouais, et donc, bah, forcément, moi,
j'allais là-dedans, quoi. Je grimpais plus fort, plus régulièrement et je me disais: «C'est pas grave, mon corps va s'adapter» et puis voilà. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Bah, j'ai été exactement dans ton cas en plus et c'est pour ça que ça me parle tellement. C'est qu'à la base, c'était pareil pendant des années, j'étais entre le rouge et le noir. Puis après, OK, je suis plutôt à l'aise dans le noir, le rouge, je le quasi flash. Bon, bah, là, franchement, faut que je tabasse dans le noir. Mais du coup, mes séances, c'était expéditif parce qu'en plus, comme tu dis, le commun des mortels, bah, tu un boulot à côté. Moi, personnellement, je grimpais le midi. Donc, le midi, entre la fin de réunion à 11h30, 11h45 et là, moi, je suis en mode: «Vas-y, il faut que j'aille grimper là, c'est ma pause, ça me fait du bien, c'est pour mon mental, tout ça». Mais dans ma tête, j'étais déjà en mode: «Vas-y, sur quel bloc noir je vais essayer de perf ce midi?» Mais du coup, qu'est-ce qui sautait? Bah, l'échauffement, par exemple, c'était, express, échauffement express, sans renfo, sans rien et je pense que ça, c'est je sais pas si dans ton cas c'était un peu pareil, mais l'échauffement, est-ce que c'est quelque chose que tu prenais à la légère avant? Ah Qu'est-ce que ouais. ça chan Bah, je faisais un peu d'articulaire, quoi. Je faisais un ouais, peu d'articulaire, c'est-à-dire, c'est bah, déjà voilà, je bien. me faisais des entraînements, je me faisais ça, tu vois? Je faisais les avant-bras, les coudes, les épaules, enfin, je faisais tout le corps après, hein, mais Oui, ça durait à peu près 3 minutes, quoi et histoire de voilà, histoire de s'échauffer de s'échauffer un petit peu et puis après, bah, ça partait, ouais, ouais, sur des blocs faciles, en tout cas 2 en dessous de mon niveau pour, faire la partie, échauffement musculaire. Et puis voilà et puis, bah, voilà, au final, tu t'aperçois que tu t'échauffes rien du tout, hein, parce que c'est vrai que, il y a des muscles qui sont sollicités à l'escalade, que tu vas pas du tout solliciter sur des blocs faciles. Justement, en plus, tu vois, quand tu grimpes dans des blocs comme ça où tu es dans du rouge, du noir, même, ceux qui tabassent dans le violet, des choses comme ça, tu as des moves où tu dois faire des grands talons, où tu dois tirer très, très fort, avec des grandes ouvertures de hanches, des positions pas possibles pour l'épaule et la coiffe du rotateur et en fait, tout ça, ces mouvements-là, tu les échauffes pas du tout dans les blocs faciles parce que, bah, forcément, tu travailles pas ces mouvements-là, qui sont ouais, beaucoup plus exigeants d'un point de vue physique dans des blocs plus faciles. Donc ouais et puis au bout d'un moment, ouais, ça travaille et ça tire et c'était pareil au niveau de mon épaule avant d'aller voir un kiné et de savoir, et qu'il m'explique ce que c'était la coiffe du rotateur et comment ouais, l'échauffer en début de séance pour éviter d'avoir des douleurs. Bah, ça pour le coup, j'ai mis longtemps avant de le savoir ça et avant de le ouais. comprendre, hein, et que c'était pour ça que j'avais mal à l'épaule et c'était pas uniquement parce que je faisais des efforts, c'est parce que je m'échauffais pas bien, le rotateur, quoi. Donc voilà, ouais. Donc Et c'était quelque chose que je prenais à la légère un peu, ouais. ouais, moi, je pense qu'on est beaucoup on est un peu tous passés par là, je te rejoins aussi sur le mythe de la souffrance, ouais, j'aime bien ce parallèle-là, c'est que tu commences ta première séance d'escalade. Tu vas souffrir rien qu'à mettre les mains sur les prises. Rien que ça, quand tu jamais, jamais, jamais grimpé de ta vie, au bout Ouais, de 30 minutes, tu as des bouteilles et tu as la peau ouais, qui c'est brûle. ça. Du coup, le Exactement. contact que tu as avec ce sport, c il y en a, ils vont avoir tellement peur parce que, bah, déjà tu as un peu, le vertige, c'est pas vraiment du vertige, c'est un peu la peur du hauteur, mais déjà ça fait un gros frein. Mais si tu passes au-dessus de ça, après ça va être les premières douleurs physiques de la découverte de ce sport-là et si tu passes au-dessus, bah, en fait, tu te dis: «Bah, j'adore ce sport et en fait, je l'ai découvert par un peu de la douleur» et tu l'associes tellement au bah, en fait, c'est normal, ça fait partie du jeu et forcément ça je pense que ça aide pas non plus sur la durée et Ouais et mais puis du ouais, pardon et puis je rajoutais à ça aussi, tu as carrément enfin, je te rejoins complètement sur le fait que tu commences par de la douleur et puis, en fait, quand tu commences à grimper, bah, vu que globalement, beaucoup de personnes sont dans ce mindset-là, bah, beaucoup de ouais, personnes grimpent, en étant blessées ou, bah, en fait, sont autour de toi, ont, des signes de blessures, des signes de choses comme ça, mais qui continuent de grimper. Donc en fait, tu te dis que c'est normal, tu vois, de grimper avec tes mains entièrement strappées, ouais, parce que tu as plus de peau, parce que tu as plus de peau en dessous ou bien, alors après avec des straps sur les épaules, des choses comme ça peut être encore différent oui, dans le cadre d'une rééducation ou quoi. Mais bon, disons que quand on voit en fait la globalement, moi j'ai quasiment aucun de mes potes qui s'est pas blessé, pardon, en l'espace de 2 ans. C'est, ouais. ouais franchement, je dois peut-être avoir un pote qui est passé à travers les mailles du filet, mais sinon tout le monde quoi. Après c'est des blessures différentes, hein, tendinopathie, la cheville, les cervicales sur une très mauvaise chute, le genou, enfin On on peut en faire une liste très, 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 très longue. ouais. D'ailleurs, je sais pas si tu avais lu le bouquin d'Aurélie Duterre, justement, «Les blessures et traumatismes en escalade». Enfin,
le bouquin est énorme tellement il y a C'est énorme, hein. tellement de cas, quoi. Mais c'est vrai que je pense est-ce que tu penses pas que l'escalade justement, la problématique vient que c'est trop ludique? Genre trop addictif, on va dire. C'est trop facile. Non, ouais, bah, écoute, heu, écoute, je pense, au-delà d'être trop ludique, je pense que ça manque d'accompagnement. Globalement, quand tu es, quand tu un novice complet, et jette pas et je là, ce que je vais dire, je vais pas du tout jeter la pierre aux salles parce qu'eux, ils ont leur travail et c'est notre travail de faire de la prévention. Mais c'est vrai que quand tu es complètement novice, que c'est la première fois que tu arrives dans une salle, on te fait payer, tu prends ta paire de chaussons, tu vas sur les blocs. Mais le nombre de personnes qu'on voit, bah, grimper à côté d'un autre grimpeur sur le même secteur, passer en dessous des blocs, ne pas du tout désescalader, pas du tout s'échauffer, heu, ça court sur les tapis. Bon ça, mention spéciale pour les enfants, mais Oh mais ça du bâche, coup, ça bâche, ça bâche. Mmh, non, mais disons qu'en fait, Oui, je suis d'accord. là-dedans, les salles d'escalade, eux, ils font leur travail. Ils font leur travail de démocratiser l'escalade. Ils le font très bien, avec des tarifs plus ou moins abordables selon les salles. Ils ont on a la possibilité de louer du matériel, donc l'accès à l'escalade est très facile. Mais je pense qu'en effet, il manque de prévention, derrière, parce que c'est très bien que ce soit ludique, que ce soit accessible, qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne parce que c'est bien, ça fait tourner ce sport et ça le réinvente. Mais disons que derrière, en fait, c'est comme, je vais faire une comparaison couillon, hein, mais c'est comme, quand au tout début, il y a eu les trottinettes électriques, bah, c'était très, très cool. Tout le monde l'a utilisé, il y avait aucune prévention, aucune régulation. Il y a eu des dizaines et des dizaines de blessés de partout en France. Bah, au fur et à mesure, bah, ça s'adapte, le secteur s'adapte et il y a des règles et ainsi de suite quoi qui apparaissent. Mais c'est vrai que là, je pense que là, la croissance effrénée de l'escalade qu'il y a eu, post JO mériterait un peu plus d'encadrement ou en tout cas de prévention. Ouais. Ouais, c'est vrai que sur le côté, effectivement, selon les salles, si c'est blindé, s'il y a moins de monde ou quoi, Bien sûr. on va quand même au moins t'expliquer, je pense la base du fait, ben, tu montes, tu prends telle couleur, tu commences par ces couleurs-là parce que c'est la première fois que tu viens et quand tu descends, soit tu essayes de redescendre, soit tu essayes de chuter comme ça, mais c'est quand même expéditif. Après, tu as la solution de prendre des cours Bien particuliers ou sûr. des cours de groupe, mais bon, bah, c'est comme tout, faut trouver les temps pour. Après, en association, clairement, les clubs associatifs, là, tu es sûr que tu seras très bien encadré, mais par contre, tu as la limite de le matériel, il est peut-être pas aussi cool que dans une salle privée. T'as des créneaux horaires qu'il faut respecter qui sont plus difficiles. C'est vrai que du coup, la démocratisation des salles de bloc par rapport aux salles de voix un peu plus tradies, Mmh. bah, tu vas pas aller sur le mur dans une salle de voix si on t'a pas expliqué comment, faire une corde enfin, comment faire un nœud de 8, quoi. Donc de Complètement. base, t'as un minimum, quoi, que t'as Ouais. tout ça, ça a été un peu levé avec les salles de bloc. Ouais, c'est vrai, tu as complètement raison là-dessus, je suis carrément d'accord avec toi. On voit, tu as cette barrière à l'entrée, du au niveau du pratiquant que ouais, en effet, tu te mets pas sur la 1re prise si, tu pas fait ton cours, Ouais. si tu pas fait ton cours d'assurage. Même si tu sais le faire en extérieur ou des choses comme ça, c'est bien en fait que quand tu es en SAE, bah, que tu aies des gens en fait qui valident que tu as bien, le minimum de sécurité et je pense que ça devrait être, d'une façon ou d'une autre, petit à petit déployé peut-être de façon plus light, hein, mais Mmh. dans les salles de bloc aussi, qu'il y ait une sorte de micro-module peut-être de 15-20 minutes avec les nouveaux pratiquants. Bah, tu veux devenir pratiquant d'escalade, très bien, tu viens, on te donne un cours collectif, on explique toutes les règles de sécurité, tel jour, telle heure et de s'inscrire avant de commencer à grimper. Je pense que ça pourrait être sympa, quelque chose en plus que les salles pourraient monétiser donc bah, ça peut être Ouais, c'est intéressant ça. pour eux, voilà. Ouais, c'est sûr. Et du coup, c'est quoi? Donc tu parlais un peu du côté, tu t'es renseigné par rapport à la course à pied, les randos, tout ça. Heu, Ça t'est venu comment de te dire: «Vas-y, vas-y, ouais, ça me saoule, là, il y a rien, je vais le créer»? Alors que de base, si j'ai bien compris, t'es pas du tout développeur. Tu n'as pas forcément les compétences pour développer tout ça. Tu as réussi à apprendre, à te former et du coup, j'imagine aussi, bah, que tu t'es beaucoup entouré parce que, bah, il faut aussi des compétences dans tout ce qui est, montée en charge, comprendre ce que c'est les stress mécaniques, enfin, c'est quand même une appli qui est poussée pour le coup, en termes de compréhension physiologique sur le corps.
et en Ouais, plus l'escalade qui est pas un sport c'est pas le sport le plus facile à mesurer par rapport à je prends des grosses guillemets, la course à pied, c'est simple, c'est des kilomètres et de la répétition et des fois, si tu fais du trail, tu vas avoir du volume, mais c'est quand même relativement simple à mesurer alors que l'escalade pour le coup, ouais. Ouais, bah, écoute, en fait, disons que j'ai toujours eu un peu l'esprit un peu entrepreneur. En fait, ça faisait longtemps que je me disais: «OK, j'adore l'escalade, j'aimerais bien en vivre, d'une façon ou d'une autre, ouais, faire quelque chose là-dedans». J'avais, eu des idées, machin, qui m'étaient venues. J'avais regardé, il y avait toutes mes idées existaient déjà et du c'est coup, je me souvent le suis dit: cas. «Bon, OK, on va peut-être un jour, il y a quelque chose qui va se déclencher». Et c'est à ce Ouais, moment-là où je me suis dit: «Bah, OK, il y a rien pour l'escalade». Pourtant, il y a plein d'autres sports qui ont leurs propres outils de mesure, hein, très spécifiques, de niche et typiquement, enfin, tu peux prendre le kayak aussi, hein. Le kayak, bah, ils ont leurs propres outils, le ski de fond, ils ont leurs propres outils et c'est des sports qui sont, moins sur la répétition comme le running. Donc je me suis dit: OK. «OK, bon, bah, en fait, il y a des trucs, il y a des trucs faisables là-dedans». Enfin, il faut se documenter, il faut chercher et Mmh. et et c'est faisable et en effet, bah, moi, de base, je suis ingénieur, plutôt orienté industrie, plutôt orienté, chaîne d'assemblage, chaîne de fabrication, toute cette partie-là. Donc, pour le coup, je suis pas forcément dans l'environnement, développeur. Mais j'ai bossé par contre dans la tech, on va dire pendant quasiment 10 ans, dès que je suis rentré dans le monde du travail. Plutôt côté commercial et on va dire technico-commercial et ça, en fait, ça m'a quand même beaucoup appris sur, comment est-ce que fonctionne, en fait, un pôle de développement et puis derrière, bah, je me suis dit: «Bah, OK, faut commencer à se lancer et c'est pas en attendant, que l'application elle va venir, hein. Il va falloir que j'apprenne, il va falloir que je lise, que j'apprenne comment on fait» et au tout début, je voulais, m'entourer en effet, je voulais m'associer avec quelqu'un, heu, sur la partie développement parce que, bah, j'avais aucune compétence et puis même sur la partie, à la genèse du projet, moi je voulais, concevoir mes propres bracelets électroniques. Donc, j'avais ce double pan-là dans le projet, de conception, d'un hardware, donc d'un bracelet connecté et Ouais. conception d'une application sur lesquelles, bah, en fait, sur les 2 pans, j'avais aucune compétence. Ouais, dans Ou ces en tout cas-là, cas faut faire des choix, hein. voilà, ou en tout cas lointaines quoi, les compétences, ça Ouais, faisait 15 ans qu'elles étaient dans les tiroirs et qu'elles avaient pas été ressorties, donc elles avaient pris un peu de poussière, quoi. Et ouais, j'imagine. puis, bah, du coup, donc bon pour le bracelet, après, plein de réflexions, après avoir, discuté avec pas mal de personnes, tout le monde m'a dit: «Le hardware, c'est chaud, il y a personne qui va t'aider à le financer, il faut que tu trouves quelqu'un qui l'a déjà fait». Donc du coup, c'est comme ça Ouais, que j'ai trouvé, bah, le bracelet Polar et puis, bah, sur la partie développement d'application, bah, en effet, j'ai appris et j'ai pas tellement envie de le cacher parce qu'aujourd'hui, j'ai pas trop, j'ai pas honte de ça, tu vois? Mais, il y a un peu ce truc-là avec l'IA, où on oui. te dit: «Oui, l'IA, c'est pas bien» et ainsi de suite et c'est vrai qu'en effet, il y a des impacts, écologiques importants que je connais parfaitement. Mais quand tu es tout seul et que tu as pas de compétences et que tu veux lancer un projet, bah, l'IA, c'est quand même un sacré outil, Ah heu bah oui, hein, ça pour concevoir ce que tu as envie de concevoir et du coup, bah, j'ai beaucoup travaillé avec l'IA pour la conception de l'application. Après derrière, j'ai énormément appris, hein, forcément derrière en termes de structure, d'architecture, toute la partie base de données, sécurité des données, RGPD et ainsi de suite. Donc tout ça, enfin, j'ai quand même appris, beaucoup de choses. ouais, Mais bah oui, la forcément. partie, exécution, c'était l'IA qui faisait toute la partie code pour aller beaucoup plus vite. Et parce que moi je vraiment, comme je l'avais dit, hein, du HTML, c'était compliqué pour moi, hein, donc bon forcément pour, coder une application avec une intégration avec un bracelet connecté en Bluetooth, c'était encore une autre histoire. C'est pas le Et même monde, hein. ouais et puis, bah, après pour tout ce qui est blessure, tout ce qui est, le comment dire? Le calcul d'une charge d'entraînement, en escalade, les efforts et ainsi de suite. Il y a encore beaucoup de choses que je ne sais pas, mais en fait tout ce que je sais, bah, je l'ai lu en fait, hein, je l'ai lu, sur internet, sur des études, hem
J'ai épuré, une quantité de blogs, d'articles, sur tous les sujets différents, sur la charge d'entraînement, sur les blessures Ouais, les plus courantes, sur, comment est-ce que force les doigts, et comment éviter les blessures et ainsi de suite. Et c'est pour ça que voilà, là aujourd'hui on a l'application qui marche bien. Enfin moi je veux aller encore plus loin au niveau de l'application, hein, en termes de tracking pour le grimpeur, pour être vraiment encore plus précis. Mais là, aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui tourne très bien ouais, et qui surtout, c'est un vrai outil de prévention des blessures et surtout, de ce que j'appelle un peu la progression saine, quoi. C'est de progresser, et de voir les effets de ta progression tout en évitant, de te blesser parce que, le pire ennemi de la progression, c'est la blessure, quoi. ouais, Tu te blesses, ça. tu t'arrêtes, quoi. C'est clairement le truc, qu'on retrouve dans plein de sports maintenant, où on met de plus en plus en avant pour le sportif amateur en tout cas, mais que Ouais, ce soit sportif amateur ou athlète pro, athlète plot si tu es un athlète professionnel, tu te blesses, en fait, ça veut dire que tu peux pas progresser alors que tu as tous tes concurrents qui sont en train de progresser. Pour un exactement. sportif, amateur, c'est juste, si tu es passionné, en fait, c'est du jour au lendemain ta passion, tu peux pas la pratiquer Ouais et et j puis, l'un comme l'autre, ouais et puis il y a un véritable enjeu en plus en termes, aussi pour les salles, pour la fédé, oui, sur cette, prévention des blessures parce qu'en fait, moi typiquement dans mon entourage, il y avait 2 grimpeuses, dont, une qui est ma chérie et c'est son amie, et l'autre grimpeuse c'est son amie pardon, qui, avaient débuté et elles se sont toutes les 2 blessées à peu près au bout de 6 mois. Elles avaient une bonne marge de progression. Ma ça chérie, elle s'est c'est faite la cheville, en redescendant d'un bloc et sa pote, je sais plus, je crois que c'était son épaule, je crois, qui avait lâché et ouais. le résultat, c'est que c'était, 2 grimpeuses qui, grimpaient, 2 fois par semaine à peu près et qui ont arrêté leur abonnement et qui ont arrêté de Oui, pratiquer. Parce que, après, ma chérie, elle, c'était un double arrachement, osseux et ma pote, c'était je sais plus ce que c'était, notre pote là. En gros, immobiliser les 2 pendant 3 mois, enfin impossible de pratiquer oui, d'escalade. Là, derrière, elles étaient tu en changes, hein. elles étaient en pleine montée, donc elles se sont dit: «Bon, OK, voilà, l'escalade, c'est trop pour moi, quoi» donc il y a un véritable enjeu, ouais, il y a un véritable enjeu de santé, et de rétention des adhérents, aux salles, enfin dans les salles et dans les fédés, ouais. Ah ouais, dans les 2 cas, hein, c'est sûr que si tu prends une personne qui se blesse, qui arrête le sport du jour au lendemain pour X raisons, en termes de santé, que ce soit mental, que ce soit physique, parce que, si tu es habitué à être extrêmement sportif et du jour au lendemain tu arrêtes, c'est con, mais si tu gardes le même rythme d'alimentation, par exemple, peut-être que tu vas commencer à prendre du poids parce qu'en fait, tu plus la même activité et du coup, quand tu reprends 2-3 mois plus tard, ça si on part encore dans l'escalade, tu as pris du poids, c'est encore plus difficile. En plus, tu t'es désadapté. En plus, tu essayes, le côté ego qui est là en mode: «Putain, je savais faire ça avant, mais je réussis plus. Bon, franchement, pourquoi je continuerais?» Alors c'est Ouais. effectivement, le sport, c'est la santé, mais quand c'est bien encadré, j'aime bien Ouais. rajouter cette partie-là parce que l'encadrement, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être s'entourer juste de personnes qui ont les compétences, comme, une personne que ce soit professionnelle ou juste des amis qui ont vraiment déjà géré ça. Mais ça peut être comme toi avec cet outil-là, avec, We Are Climbers où tu peux mesurer justement, Ouais. ton entraînement, voir qu'en fait, tu es en train de monter en charge trop vite et que tu arrives dans le pic un petit peu rouge, attention, danger, ici, tu es Ouais. peut-être sur la corde, quoi. Ouais. Et après, on Ouais, peut c'est pas ça. toujours tout mesurer. J'ai des blessures type, traumatisme, chute d'un bloc, cheville et cetera. Enfin, ça fait partie aussi du coup de pas de bol, on va dire. Oui, oui. Il y a un peu mais c'est vrai que ça mixe un peu tout parce qu'on voit en ce moment en plus avec les salles d'escalade qui en ce moment se demandent pourquoi, c'est difficile en ce moment d'avoir des nouveaux adhérents, ce genre de choses. Ouais. Si autour de toi tous les gens qui font de l'escalade, toi tu t'as jamais fait d'escalade, mais tu vois tous tes potes qui grimpent depuis 2 ans, ils arrêtent pas de se blesser, ça donne pas non plus envie de commencer à découvrir le sport pour autant, quoi. Ouais, Donc au ouais. final, l'un dans l'autre, c'est Ouais, vrai que non, ça fait je suis beaucoup. complètement aligné avec ça
Ouais, je pense qu'il y a véritablement un enjeu et puis même, oui, évidemment, sur les blessures non prévisibles, évidemment, il y aura toujours des gens qui se blesseront en faisant de l'escalade et ça, c'est normal malheureusement parce que c'est un sport et c'est un sport dans lequel, bah, tu es à la verticale, donc peu importe que ce soit sur du bloc ou de la voie, bah, tu peux avoir de la chute et de la chute, bah, forcément derrière, tu peux avoir des blessures, qui auraient été difficilement détectable, hein, parce que forcément c'est pas Oui, lié à la surcharge ou au surentraînement, c'est lié à plus, peut-être, d'autres facteurs. Et ça, tu vois, ça c'est un autre module, justement que j'aimerais mettre un peu en place plus tard, alors qui est déjà dans l'app, mais sur lequel il y a pas de vidéo pour le moment. Mais c'est un peu des OK. vidéos de prévention, pour, dessiner à tout public. En gros, bah, les bonnes pratiques, quand tu grimpes en bloc, quand tu grimpes en voie et ainsi de suite pour éviter les accidents, qui peuvent Ouais, être évités, quoi. C'est, mmh d'aller, déjà sur la base de la prévention de la blessure qui est le plus récurrent, qui est la blessure de surentraînement et en plus de ça, bah, aller un peu plus loin, su sur les blessures, non prévisibles, en faisant un peu plus de la prévention, quoi. et justement, du coup, dans l'état actuel de l'app, tous les signaux, ce qui est récupéré, ce qui est analysé, ça correspond à quoi actuellement, du coup? Alors c'est-à-dire, tu veux que je te donne un peu, la liste des indicateurs que je peux Ou avoir, ouais, que un petit peu un récap pour quelqu'un qui serait intéressé justement pour, rejoindre, pour tester le produit ou pour le l'avoir. Un peu à quoi il s'attend en fait une fois qu'il récupère le produit. ouais, complètement. Bah, en gros, quand tu télécharges l'application, bon, tu as tout un formulaire d'inscription pour mieux te connaître et pour paramétrer ton bracelet et puis, bah, après quand tu lances une session, bah, déjà tout est automatique, hein, parce que ton bracelet, il est lié à ton téléphone. Tu lances ta session, tu gardes ton téléphone à portée Bluetooth. Là, toi, tu grimpes normalement, comme tu ferais n'importe quelle autre session et à la fin de ta séance, bah, en fait, là, nos algorithmes, ils tournent et en gros, il y a des en fait, principalement, on va mesurer, différentes catégories. Alors déjà, il y a quelque chose qui est super important, c'est que il y a vraiment un mix entre, ce qui est subjectif de la part du grimpeur, de la Ouais, part de la propre vision du grimpeur et ce qui est objectif de la part de la donnée pure. Et ça, c'était un mix important à mettre parce que les 2 visions, se combinent et peuvent témoigner de pas mal de choses. Donc en fait, il y a déjà toute la partie, vraiment ressenti, du grimpeur, donc où en gros en début de séance, tu vas indiquer comment tu te sens avant de grimper. C'est un ressenti global, hein, pas que important, ouais. physique ou psychologique, donc c'est un ressenti global. Et à la fin de la session, du coup, tu vas indiquer, quelle est ta perception de l'effort quelle est ta perception de l'effort? Donc autrement appelé, le RPE. Ouais. Une échelle de 0 à 10, pareil, comme la forme de préséance et puis, bah, là, après en fait, tu as tous les calculs de charge, d'entraînement, assez «classiques» entre guillemets, dans le sport, comme, bah, tout ce qui va être la méthode Foster, la monotonie, la contrainte, en gros tous ces indicateurs-là, qui te disent si, tes sessions, bah, elles ont été plus ou moins intenses selon ton ressenti, et la durée totale de ta session, est-ce qu'elles sont très similaires? Quelle a été la contrainte, physiologique que tu as mis à ton corps? Ça, ce sont ces indicateurs-là de charge d'entraînement, qui aujourd'hui sont exploités, qui permettent de suivre en fait les risques de blessures parce qu'on se base là-dessus, qu'en gros, si, l'indicateur de monotonie et l'indicateur de contrainte sont à un tel niveau, tu vas avoir une pop-up dans l'application, il y a un message pour te dire: «Attention, risque de blessure» et derrière tu as des recommandations à la fin de ta séance, sur la OK. durée de repos que tu devras adapter par rapport, et bien justement à tous tes antécédents et à la séance que tu viens de faire. Hem, Tu as des alertes de plusieurs niveaux, hein. Tu as des alertes de bas niveau qui te disent: «Bon, bah, c'est bon, tu grimpes bien, tu te mets pas trop dans le rouge, tu alternes bien, les efforts les efforts pendant tes séances, donc tu as une bonne variabilité d'efforts», jusqu'à, attention, risque très élevé de blessure, il vaut mieux que tu te fasses une récupération de au moins 72 heures avant de repartir grimper. En gros, En ce gros, tu qu'il faut réussis à excuse-moi, du coup, tu réussis à déterminer, en fait, si une séance a été intense ou non,
en mixant le côté RPE et les indicateurs que te donne le bracelet du genre, j'imagine avec l'accéléromètre, tu vois qu'il a fait plein de fois, j'en sais rien, il est sur un bloc, le cas classique du grimpeur un peu frustré qui est sur son bloc noir et qui va le faire 25 fois de suite, le mouvement qui ne marche pas. Est-ce que tu réussis à analyser, par exemple, qu'en fait, il a pas pris de repos entre ses essais ou ce genre de choses? Combien de fois il l'a fait? Le nombre de mouvements, j'imagine? Parce que souvent, ce qui amène à la blessure, c'est, bah, justement, peu de repos entre les blocs, alors que c'est des blocs niveau max, ce genre de choses? Ouais, exactement, bah, c'est ça, tout ça aussi qu'on va mesurer, ça va être le nombre de mouvements, qui ont été faits sur la séance. Donc OK, pour le moment, le modèle, il est uniquement basé sur le nombre de mouvements détectés par le bracelet, donc ça correspond oui. pas au mouvement des 2 mains. Là, Ouais, je c'est suis en train compliqué, hein. de voir pour un modèle, justement pour extrapoler un peu ces données-là et de dire, bah, est-ce que c'est du un pour un, tu fais autant de mouvements d'un bras que de l'autre, ainsi de suite. Donc là, je suis en train d'essayer de voir Mmh. pour un modèle pour donner, la quantité totale de mouvements, qui sera évidemment affiné. Tu vas avoir le nombre d'essais que tu as pu faire. Tu dois rentrer, c'est la seule donnée à rentrer à la main, mais le nombre de tops que tu as fait. Et Oui, derrière, bah, ça OK. va te donner des pourcentages de réussite et là, j'ai des algos qui sont encore en train, d'être affinés, notamment les bêta tests qui vont servir à ça, mais des algos qui détectent le nombre de prises qui ont été tenues et le temps de tenue des prises, le temps moyen de tenue des prises, pour avoir une idée, bah, de savoir si ta séance déjà est plutôt dynamique, plutôt, statique, savoir si tu tiens peut-être trop longtemps tes prises aussi avant de passer au mouvement d'après parce que ça peut être ça. Ouais, Des indicateurs de fatigue et puis après, il y a j'ai des indicateurs propriétaires que je cherche moi à faire valider un peu plus par la science avec des protocoles scientifiques, mais des indicateurs, parce que tout ce qui est, RPE, Foster, monotonie, tout ça, c'est des indicateurs qu'on appelle de charge interne. C'est ce qu'on ressent. C'est de la subjectivité, mais il y a la charge externe, c'est ce que ton corps a subi pendant ta session de façon objective et donc, bah, on a, toutes ces analyses de mouvement. On a aussi, bah, toute la partie analyse cardiaque, qui va derrière, donc pour voir les différentes zones et ainsi de suite. Là, le temps de récupération moyen, que tu peux avoir de ton rythme cardiaque entre tes sé enfin au rythme moyen pendant tes séances. Donc tu vas pas avoir, sur chaque essai, ta récupération, mais tu vas avoir en fait une vision, plutôt, long terme, avec un graphique qui va te donner, tes vitesses moyennes de récupération cardiaque au fil du temps. Et ça permet aussi, bah, d'avoir des détections en corrélant entre ce que toi tu as ressenti et ce que ton corps a objectivement ressenti. Bah, ça te permet de corréler et d'avoir et d'affiner encore plus la prévention des blessures. OK. Et du coup, pour toutes ces données-là, genre, tu parlais de bêta test et juste, tu parlais aussi de personnes avec qui tu t'es entouré pour pouvoir affiner tout ça. Comment ça fonctionnait? Depuis quand tu as commencé justement toutes ces phases-là? Et beh, là, les bêta tests ont été lancés, officiellement samedi. Alors pour l'instant, j'ai qu'1 de mes 11 bêta-testeurs qui est lancé, parce que, Apple, comme je t'en avais parlé, est Ah oui, un petit peu relou. un peu long. Donc, Oui. mais en gros là, la phase de bêta-test, elle est lancée. Moi, je suis en train de finaliser, pas mal de choses pour lancer avec tout le monde. Donc il y a 11 bêta-testeurs, qui sont dans le qui bossent avec moi sur l'appli là et en fait, ça va vraiment du grimpeur, bah, à peu près de mon niveau quoi, donc moyen, intermédiaire/ confirmé on va dire, jusqu'à, l'athlète de très haut niveau parce que, bah, j'ai la chance de compter, parmi mes bêta-testeurs, bah, des champions, hein. On a, par exemple Elsa Ravinet qui a été, cette année finaliste au championnat de bloc senior, championnat de France pardon, bloc senior. Il y a aussi, bah, Edwin Gaufrès qui a été, champion d'Europe bloc et diff, de l'équipe de France militaire. Donc voilà et puis après d'autres personnes qui aussi, bah, il y a Coraline Rebey par exemple qui grimpe dans le 8A, à fonte. Enfin voilà, disons qu'on c'est tout un panel de testeurs. J'ai voulu qu'il y ait un maximum de personnes. J'ai des personnes de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine aussi, donc de la team 33. J'ai voulu qu'il y ait un panel assez représentatif, autant d'hommes que de femmes dans ce panel-là et en plus de ça, on a intégré, récemment, hem
Daphné qui est, paragrimpeuse, donc qui Oui, est j'avais vu déficiente ça. visuelle et malentendante et qui rejoint les tests avec son coach, donc Baptiste Cluzel parce que, ben, on avec lui et Guillaume Granier qui est le préparateur physique de la team Nouvelle-Aquitaine, on va travailler ensemble pour, voir comment est-ce que cet outil-là peut aider les coachs, aussi, en gros, d'avoir un tracking de données. Donc voilà, donc en fait, globalement, comment ça s'est passé avec eux? Bah, je les ai contactés, je leur ai parlé du projet, on s'est rencontrés, ils étaient chauds et c'était parti, quoi. Non, C'est c'est l'avantage, quand quand tu réussis à avoir un peu de personnes et que tu es sur un modèle comme, l'escalade, je trouve que c'est quand même plus vu qu'il y a absolument rien qui existe et c'est quand même plus facile. Enfin, je veux pas dire c'est facile de vendre, mais en tout cas, c'est facile de montrer qu'il y a un produit qui peut répondre à une demande et actuellement la demande, personne n'y répond, quoi. Donc c'est vrai que, pouvoir voir le volume d'entraînement, enfin, je sais pas si ton objectif à terme, c'est d'avoir un peu le Strava de l'escalade ou pas, mais quand tu vas sur Strava, tu vois tous les coureurs et tu vois, bah, OK, bah, tu vois vite quand quelqu'un est blessé ou pas parce que d'un coup, il est à 35 kilomètres et d'un coup, la semaine suivante, il est à 3 kilomètres. Bah, soit il y a un truc pas cool qui s'est passé, soit, bah, en tout cas, avoir ce volume-là d'entraînement pour limiter ces risques de blessures et tout, franchement, à terme, c'est quand même, ouais. bah, c'est un peu le graal pour les coachs, justement, quand on arrive sur de la tête de haut niveau, de voir: «OK, mon athlète, il me dit: "Je suis en super forme en ce moment, c'est trop bien, vas-y, il faut que je me pousse"». Par contre, il voit tous les autres indicateurs via une app en mode: «Ouais, tu es quand même dans le rouge dans plein de choses, donc tu es peut-être dans un pic de forme, mais attention quand même, peut-être que faut réajuster, réadapter». Et ça permet de poser les choses objectivement, comme tu disais. Ouais, c'est ça, bah, pour le coup, le but, c'est, en fait, que n'importe qui puisse, comprendre un peu mieux son corps et comprendre, comment s'entraîner, sans se blesser et continuer à progresser, tout en prenant du plaisir, hein. Le but, c'est pas d'être, Oui, sur son téléphone et de se dire: «Bah, il faut que je fasse les meilleures perfs possibles», hein. Toute cette culture-là un peu toxique de l'ultra performance, ça, j'ai essayé vraiment de l'enlever un maximum possible dans l'app, et le côté un peu, «voyeur» entre guillemets, d'aller voir les perfs des autres, tout ça, pour l'instant, ça y est pas. Si on me la demande, j'y réfléchirai, mais pour le coup, c'est pas trop, c'est pas trop mon ADN pour le moment. C'est plus, oui, si tu as envie toi de partager, ta séance, tu peux partager, une photo avec tes indicateurs clés, avec 4 indicateurs de ta séance qui sont automatiquement publiés, dans l'application, en direct via notre petit réseau social ou via les réseaux en externe si tu as envie. Ça, c'est possible, mais le but, vraiment le but, c'est plus, si je dois prendre une comparaison, c'est plus être dans le Garmin de l'escalade. Parce que Garmin, ils ont quand même, sur la partie running, ils ont quand même une application qui tourne très, très fort, pour l'avoir testé avec mon frère, pour l'avoir regardé un peu. ouais, C'est quand même ça tourne très, très bien, les algos, ils sont vraiment puissants et je me dis, en fait, si j'arrive à avoir quelque chose de plutôt comparable à Garmin qu'à Strava, ça me plairait. Le but, c'est vraiment de oui, de de donner l'outil, ultime qui soit simple à utiliser, qui permette à tous les grimpeurs de s'entraîner, bah, sans se blesser et puis derrière, bah, en effet, que les coachs, et puis là-dessus, les coachs, hein, peu importe, parce qu'il y a quand même pas mal de coachs, qui donnent des cours, qui encadrent soit dans des clubs associatifs, soit, qui encadrent, dans des salles d'escalade et qui, pour le coup, c'est pas des athlètes de haut niveau, mais c'est des gens qui ont envie de progresser, qui ont envie de s'entraîner. Et ces gens-là, bah, en fait, s'ils grimpent avec We Are Climbers, bah, le coach, ce serait intéressant qu'il puisse, bah, récupérer les données pour encore mieux adapter l'entraînement, quoi. ouais, je vois vraiment l'idée. Il y a tellement de choses qui peuvent être, poussées, tu vois? Je pense pareil aux ouvreurs, tu vois? Enfin, j'imagine très bien ton bracelet, vu que tu as tellement de métriques dedans qui peuvent être, analysées. Enfin, tu vois, des trucs cons, mais du genre, le l'ouvreur, il teste tel mouvement et avec le bracelet, genre, il bouge, sa prise, d'un petit peu plus loin. Là, le le bracelet détecte, en fait, le mouvement, il est peut-être un peu trop traumatisant parce que tu détectes l'accéléromètre qu'en fait, il y a une poussée qui a fait que enfin, il y a en fait, tu peux aller tellement loin, pousser tellement loin le délire que bon après bien sûr, on peut pas tout faire. Là, c'est
côté informatique, tu peux tout faire, mais faut trouver ce Ouais, qui est vraiment utile derrière, ouais, bien c'est sûr. ça. Mais c'est vrai Vas-y. qu'il y a il y a pas mal Non, de ouais, possibilités. Et ouais, il y avait ce que j'avais vu aussi qui m'avait bien marqué, c'était le côté où dedans, il y a tu parlais justement des cycles menstruels et ça m'avait, j'étais pas forcément, enfin, au début, je me demandais comment avec une app tu pouvais réussir à détecter tout ça, mais c'est vrai que c'est aussi une problématique où on se rend pas forcément toujours compte, encore plus, bon, je vais dire là, plus dans le sport de haut niveau parce qu'on sait que, bah, selon les périodes, bah, des athlètes de haut niveau vont se retrouver fatalement moins en forme parce que c'est pas la bonne période. C'est vrai que tout ça, c'est des choses qui sont pas forcément, trop mis en avant. Ça t'est venu de comment cette idée de rajouter cette fonctionnalité-là? l'idée, elle m'est venue de ma chérie. Parce que, bah, on discutait, justement un peu de tout ce qui était, performance liée aux femmes, tout ça et je lui dis: «Mais enfin, je sais pas trop, comment est-ce que je pourrais, être plus inclusif, là-dedans?» tout ça et elle me dit: «Bah, Ouais, fais en sorte que», en gros, c'était dans les grandes lignes, elle me disait: «Bah, fais en sorte que les femmes, elles puissent comprendre leur entraînement par rapport à leur cycle» et puis là, bah, en fait, je me suis dit: «OK, bon, bah, en effet, c'est carrément une bonne idée» et parce que c'est, comme tu le dis si bien, hein, c'est quelque chose, qui est sous-représenté au possible, hein, parce que je crois qu'aujourd'hui, la dernière stat qui sort, c'est que tu as que 6 des études, sportives qui portent uniquement sur les femmes. Donc après, c'est soit que des hommes, soit du mixte, mais du coup, sans du tout prendre en compte les spécificités féminines. Et le rôle de leur cycle dans leur performance. Quand, à contrario, par contre, tu vas avoir, si je me souviens bien de la stat, elle est peut-être à fact checker celle-là, mais je crois que c'était 67 des femmes qui indiquent, que leur cycle impacte leur performance et impacte leur entraînement en règle générale. Et en fait, quand tu vois cette statistique-là, tu te dis: «Bah, OK, c'est fou que, la seule chose qu'on ait réussi à faire jusqu'à présent, c'est, d'intégrer un tracker de règles, un tracker de cycle, disons dans une application sportive». C'est la ch quasiment la seule chose qui est faite ou alors une connexion avec les applications Flow ou Clue, qui sont utilisées par les femmes pour suivre leur menstruation. Mais que derrière, en fait, tu rien du tout, qui analyse et qui, donne des recommandations par rapport aux phases, par rapport à la littérature scientifique et en même temps, je peux le comprendre aussi parce qu'il existe tellement peu de choses, que, c'est empirique, en fait. Là, en fait, ce qui est dans mmh, l'application, aujourd'hui, beh, c'est quelque chose qui va grandir. C'est une première version, de ce que ça va donner. C'est déjà, quelque chose d'innovant parce que ça n'existe pas et qu'en fait, nous, enfin, moi, j'avais vraiment envie de pouvoir donner cette possibilité-là aux femmes de savoir, enfin, si, enfin, qu'elles aient des syndromes prémenstruels marqués ou pas, qu'elles aient des règles plus ou moins marquées ou pas, plutôt longues ou pas, enfin bref, peu importe, mais qu'elles puissent un peu mieux comprendre, comment, en fait, leur propre pattern de réussite et de progression en fonction de leur cycle et hem et en gros là, bah, en fait, à partir du moment où tu te déclares comme étant une femme dans l'application, et que tu es donc soumis à des menstruations, hem et ben, à ce moment-là, hem, au bout de 3 séances, donc cette personne doit remplir un premier questionnaire pour donner quelques informations sur son cycle, donc sur sa régularité, sur, la date de son dernier cycle, principalement ça et savoir s'il y a des syndromes plus ou moins, importants pendant les règles, enfin pendant le cycle et à partir de ce moment-là, après tu as un algorithme en fait qui tourne et plus la grimpeuse grimpe et valide en fait de l'information, d'entrée en phase de menstruation, ou en début de séance, mais plus l'application elle affine les algorithmes et elle affine en fait sa précision au niveau des informations et OK. c'est notamment adapté pour les personnes, qui ont, par exemple un moyen contraceptif et qui n'ont plus de menstruation, ou, des menstruations complètement irrégulières et ainsi de suite. Ça, en fait, là, c'est pris en compte et l'app, elle tourne avec plus ou moins de précision et ça, c'est indiqué, hein. Quand il y a beaucoup de précision, c'est indiqué, quand il y a moins de Ouais, OK. précision, c'est indiqué aussi. Le et derrière, bah, en fait, ça donne des recommandations, spécifiques pour les femmes. Ça donne des graphiques spécifiques, pour les femmes et ça, c'était quelque chose qui était, assez important pour moi, ouais.
Ouais, bah, c'est vrai que souvent on généralise, on est obligé un peu quand on veut conseiller les gens de forcément, généraliser des choses, mais quand tu veux vraiment faire, un entraînement ou quoi que ce soit, c'est obligé d'aller dans, personne par personne et forcément on a tous des spécificités. Après, je te rejoins sur le côté où tu disais, tu t'en caches pas, tu l'as fait par IA et cetera. Ben, franchement maintenant, on a les outils pour, ce genre d'idée, ben, tu en parlais, hein, enfin, personnellement, je suis développeur aussi, je sais, que développer une application, ça prend un temps fou et que ça coûte aussi extrêmement cher. Donc, juste pour tester une idée et là, ce que tu as pu réussir à faire en t'entourant de personnes, que ce soit des bêta-testeurs avec des athlètes de haut niveau, des grimpeurs normaux, on va dire normaux, des coachs et cetera. Enfin, franchement, il y a 10 ans, jamais on aurait pu faire ça aussi rapidement. Je dis pas que c'était Mmh. facile, mais rapidement pour éprouver déjà, savoir si ça peut répondre à un besoin et Ouais. derrière industrialiser si bien sûr ça fonctionne. Donc franchement, c'est chapeau quoi, parce que franchement c'est pas c'est clairement pas donné et surtout tout ce que tu as fait autour en incluant autant de choses. Mais du coup, c'est quoi toi, du coup, les next steps là qui arrivent par rapport à ça? J'imagine la bêta test, tu vas la suivre, Ouais. de manière très, très assidue comme tu le fais déjà actuellement, mais après il va y avoir quoi comme, big step, on va dire? Ouais. Bah, là, en effet, là, le bêta test qui va très bientôt, démarrer pour tout le monde, j'espère d'ici la fin de la semaine et ensuite la grosse étape, certainement probablement la plus importante de tout le lancement de ce projet-là et qui va venir, comment dire? Valider, ces 1 an de travail acharné, et de voir si derrière ça répond ou pas. C'est, bah, le lancement de l'accès anticipé. Ce qu'on appelle aussi, le financement participatif, c'est-à-dire que le 19 mai, je vais donc donner la possibilité, en fait, d'acheter les bracelets en précommande, OK, via la plateforme Ulule. L'objectif, en fait, pour déclencher, le succès de cette campagne, c'est de réussir à faire 100 préventes. OK, Voilà, donc du coup, il y aura plusieurs offres disponibles du pack, où tu arrives au tout début du projet, au tout début de la campagne, bah, tu vas réussir à avoir un pack, qui sera aux alentours, enfin, ouais, bah, je vais donner les tarifs, hein, c'est quoi oui, tant qu'on vas-y, y est? mais de toute façon ils Ouais, sont sur ton site. ouais. T'as le pack vraiment, qui est en édition, limitée, qui est au tout début du projet, le pack fondateur, qui est à 120 €. Après, tu auras le pack pionnier qui sera à 140 € et le bracelet, il sera commercialisé au prix final après, que ce soit via la campagne ou plus tard, via le pack, enfin, à un prix à 160 € TTC. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que, là-dessus, je préfère être complètement transparent. Les marges, elles sont pas incroyables, hein, au vu du prix que j'achète et de toute la logistique, qu'il y a derrière le bracelet polar. Donc voilà, donc ça, c'est dans tous les cas, c'est la prochaine grosse étape. Donc ça va durer du 19 mai jusqu'au 24 juin. Et si on atteint, les 100 préventes, bah, là, le projet sera officiellement lancé. Si on les atteint pas, il faudra que je me pose des questions. Mais, mais il sera officiellement lancé. Après, pendant l'été, on s'occupera de tout l'envoi, de toutes les contreparties et à partir de septembre, on commercialisera, le bracelet, via, notre e-shop et puis, bah, les retailers, les distributeurs qui voudront bien travailler avec nous, donc là, petit message aux salles d'escalade, aux vieux campeurs, tout ça, s'ils S'il y en veulent a qui bosser regardent avec cette nous plus vidéo. tard. S'il y en a qui regardent cette vidéo, ouais, hésitez Ouais. pas. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça, sur le produit, je trouve ça vraiment pas très cher de base, hein, quand tu regardes. Après, je comprends l'objectif de vouloir le rendre accessible, mais sachant que tu as toute la partie logistique derrière, que tu as la partie, bah, ton appli, elle tourne sur des serveurs et tout ça. Tu vois, moi, personnellement, ça m'aurait pas, choqué d'avoir un abonnement mensuel, tu vois? J'imagine que tu y as pensé, mais, acheter le produit et derrière, j'en sais rien, peut-être 5 € par mois pour avoir justement l'accès à des données. Après, peut-être que j'imagine que là, déjà, c'est tester, voir s'il y a du monde qui est intéressé. Peut-être qu'après, tu auras des business models différents, je ne sais pas, c'est un peu des réflexions
Là, à chaud, hein, que je te Ouais. partage, parce qu'en mode, bah, peut-être que tu auras des versions, peut-être plus orientées pour les pros avec plus de data, peut-être des bracelets plus résistants pour ceux qui vont faire du deep, du deep water, ce genre de choses, Mais tu vois? Il y a c'est il est déjà full étanche celui-là, ah ça va, il il est est full fait pour la étanche. natation, donc tu peux déjà aller faire C'est bon. du DWS là, du water Ouais, soloing un petit peu, tu peux aller en faire déjà avec lui, OK, hein, donc c'est juste c'est ton bon. téléphone par contre, ton téléphone Oui, pour faut le voilà, téléphone, c'est plus lui qui craint que le bracelet, quoi. ouais. Ah Mais ça j'imagine c'est pareil, tu pourras enfin, là c'est pareil, c'est le MVP que tu as fait, c'est pour tester et prouver, mais je vois par exemple, moi j'ai une montre Coros, bah, je vais courir, elle est offline, elle fait la synchro quand je reviens, j'ai pas besoin de mon téléphone. Après peut-être que selon les modèles de Polar, il y en a peut-être qui ont un peu de données en local et après tu peux faire les synchros, mais forcément ça prend du temps de faire tout ça ouais, bah, et c'est on des a, optimisations. en fait, il y a au niveau des données, il y a un mix en fait d'enregistrement sur le bracelet et de streaming en fait. Ouais, En OK. gros, le tout ce qui va être données de mouvement, c'est enregistré, sur le bracelet et c'est ensuite, récupéré par l'application. Par contre, tout ce qui est données de fréquence cardiaque, c'est uniquement Ah oui, possible en streaming. OK, je vois, ouais. Tu peux pas lier les 2. C'est pour ça, en fait, et puis les données de fréquence cardiaque, elles sont cruciales pour la précision, des algos. Donc je peux pas m'en passer. OK, Enfin ouais. après tu peux ne pas te mettre, tu peux te uniquement sans utiliser la fréquence cardiaque, mais les algorithmes, ils seront moins précis, au niveau de la Oui, OK, détection des ouais. mouvements, tout ça. Et puis oui, après, en fait, moi, ce qui est assez important pour moi, c'est de me dire: «OK, déjà, en fait, le bracelet, en effet, ben, moi, je le mets, globalement moins cher que la marque Polar le vend à son propre public, elle, de son côté». Hem, Ça, c'est bon, pour différentes raisons, hein, parce que, bah, Polar a des coûts de structure qui sont pas les mêmes que les miennes, mais bon, ils ont pas non plus la même taille de marché, si on doit parler vraiment d'un point de vue purement, gestion d'entreprise. Mais c'est surtout que moi, en fait, j'ai pas non plus envie que ce soit un produit qui sorte de l'accessibilité. Tu vois, 160 €, c'est, le prix, que tu vas mettre dans une très bonne paire de chaussons. Ça va être, le prix Je que suis tu vas d'accord. mettre dans un crash pad d'entrée de gamme et en fait, tu vois, c'est un prix, qui pour moi me semble juste à la fois pour moi et pour le grimpeur, Ouais. aller au-delà, ça aurait été, faire de la marge pour assurer, des choses, pour assurer de la «marge pour rien» entre guillemets, hem et puis après, beh, derrière, en fait, l'application, tu vois, moi, en tant qu'utilisateur, je me dis: «J'achète un bracelet, mais par contre, je 160 € et derrière, je dois encore payer pour accéder à mes données qui sont à moi». Ça, par Oui. contre, tu vois, pour le coup, ça m'aurait pas plu. Donc moi, il y a le parti pris de faire l'application, gratuite, et de derrière, en fait, il y a peut-être il y a certainement des fonctionnalités plus tard qui arriveront et qui seront peut-être payantes. Je fais un peu de teasing, mais j'ai en tête depuis le début, de faire une fonctionnalité vraiment spécifique à l'outdoor, qui vient un peu combiner, toutes les meilleures, pas applications, mais les meilleurs éditeurs que qu'on peut voir aujourd'hui avec de la météo, du tracé, pour aller jusqu'à la voie, de la visualisation 3D, un organisateur de sortie et ainsi de suite. Enfin Voilà, quelque chose il est lancé là. ouais, quelque chose de bien complet, sur la partie outdoor et qui là, en fait, devra être, monétisé parce que, ça impliquera des coûts de structure et des coûts d'échange entre entreprises, qui seront payants. Donc ce sera certainement payant, peut-être un module plus tard sur la nutrition, un module, ça certainement gratuit, mais pour trouver des coachs justement avec, la plateforme Coach que j'ai envie de développer. Donc voilà, une sorte de marketplace un peu pour les coachs, quoi. Ouais, en soi, Donc il voilà. y a il y a plein de manières de monétiser son business parce que là, clairement, on est sur, une entreprise où tu veux allier passion et pour l'avoir vécu, allier passion et gagner de l'argent, c'est très difficile. Donc, réussir à trouver le bon compromis pour ne pas justement, bah, que tout repose sur le grimpeur qui achète, uniquement le produit. Donc effectivement, il y a plein de moyens après de monétiser pour, que ça reste, comme tu le disais, que ça soit, aligné avec toi, ce que tu as envie, Ah, de représenter. On n'a pas eu le temps de parler du côté écologique et cetera. Je sais que toi tu l'as abordé aussi. Mais après, il faut ça forcément, il faut toujours faire aussi des choix, le choix. malheureusement. On peut pas tout être, être partout à la fois, surtout quand on crée ça de zéro. Heu,
Bon, on a quasiment fini. Si je te laisse juste un petit point sur, toi, la vision long terme que tu aimerais, changer dans la manière dont on s'entraîne en escalade avec, We Are Climber. Qu'est-ce que tu voudrais qu'une personne a, par exemple, acheté, ton bracelet, genre, quelle soit sa réaction, genre, 6 mois plus tard, après l'avoir récupéré? Ouais. Bah, moi, l'objectif, c'est que les personnes qui achètent mon bracelet, bah, que 6 mois plus tard, en fait, ils vont le recommander à leurs amis, pour leur dire: «Bah, écoute, regarde, c'est, le travail qu'ils ont fait, c'est un bon travail et franchement, moi, je l'utilise tous les jours et tu devrais l'acheter parce que ça va beaucoup t'apporter». Moi, c'est vraiment l'objectif, c'est de me dire que ça va. J'ai un peu cette vision toujours utopique de me dire que j'ai envie de changer la vie des grimpeurs, quoi. Et parce que c'est mon grand leitmotiv, en fait. Moi, c'est un outil, que j'aurais rêvé avoir quand je grimpais. Enfin, Ouais, là, je l'ai quand je grimpe maintenant, mais avant de me blesser, en fait, et pour ouais, pouvoir mieux comprendre comment mon corps fonctionne et surtout, bah, derrière, de se dire: «Bah, OK, ils font les choses bien, quoi». Ils font les choses bien ouais, parce que, ils sont entourés des bonnes personnes, parce que, ils font pas du fric n'importe comment, ils le font de façon intelligente et derrière, c'est vraiment utile. C'est cette idée de la technologie utile et de la technologie sobre, en fait, que j'ai envie de défendre et à travers l'escalade, sans trahir les valeurs de ce sport qui moi m'ont séduit depuis le début. Cette entraide, cette notion, d'exigence et d'expertise, moi c'est tout ça qui m'a plu dans l'escalade et c'est ce que j'ai envie de respecter, dans ce projet-là. ah, c'est un super, c'est un super résumé, franchement, c'est du coup, l'information la plus importante pour les gens, c'est la date en mai sur le site Ouais, internet, du coup. le On 19 mai peut exactement. Ouais, le 19 mai, donc si tu pour aller, pour avoir toutes les dernières nouvelles et pour avoir le go, de la campagne parce qu'elle sera peut-être lancée, 2 jours avant, justement pour pouvoir faire bénéficier, des packs, très avantageux aux gens qui me suivent depuis le début. Donc si tu pas envie de louper ça, bah, faut aller sur le site internet, donc sur weareclimbers.fr, cliquer sur le gros bouton orange où il y a marqué «Rejoins-nous». Et on puis peut là, pas tu le rentres ton rater. adresse email, voilà. Et là, tu rentres ton adresse email et tu recevras les news, quoi. Voilà. Pour info, je n'ai pas encore été spammé de mail, donc ce n'est pas non plus un spam. C'est bon, c'est juste, Ah, il y aura qu'un seul mail qui sera envoyé. Ça sera je pour crois que j'en ai fait 2 depuis début février. Il y en a un troisième qui arrive en fin de semaine et il y en aura peut-être encore 2 ou 3 autres avant le début de la campagne. 2 autres peut-être avant le début de la campagne, Ouais, mais et puis un au lancement de la campagne, quoi. Ouais. fait. Voilà, donc on est pas là pour spammer. Bah, écoute, Julien, c'était top. Merci Ouais. beaucoup et puis, on va dire, bah, bonne grimpe à tous les grimpeurs. En attendant, faites attention à vos à vos coudes. À vos tendinites, ouais. C'est ça. Faites attention et puis, bah, grimpez mieux. C'est ça. Bon, bah, j'espère que ce podcast t'a plu. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir échanger avec Julien. Il est vraiment tellement sympa et franchement, son projet, il est patate. Ça me parle tellement. En attendant, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Je te laisse juste ici le podcast qu'on avait tourné avec Arthur sur la diététique au niveau de la nutrition du sportif. Et comme tu peux le voir, j'ai bien avancé de mon côté depuis tout à l'heure. Le temps de finaliser le montage. Je suis à 5500 pas, ce qui fait 1h10 de marche et donc à peu près 2 km 30. Donc c'est pas mal, tu vois. Donc n'oublie pas, le code pour WalkingPad est en description. Allez, vas-y, ciao.